Comment générer des revenus passifs sur ces cryptos tout en participant à la sécurisation d'une blockchain? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui on va parler de revenus passifs grâce au staking. On va voir d'où viennent les rendements, où est-ce qu'on peut trouver les crypto-monnaies qu'on peut stacker, et pour ça je vais te présenter un site qui va être très pratique et qui va te présenter tout un tas d'informations annexes qu'il est important de vérifier avant. On va bien entendu voir comment staker ou déléguer ces crypto-monnaies, et au fur et à mesure de la vidéo on va bien entendu identifier certains risques à prendre en compte. Bon, voilà pour la petite intro. Maintenant commençons avec quelque chose de simple. Qu'est-ce que le staking? Alors c'est tout simplement le fait de verrouiller ces crypto-monnaies, d'ailleurs on va parler de les mettre en jeu, pour participer à la sécurisation d'une blockchain tout en recevant des récompenses en échange. Alors ça c'est notamment possible grâce à un mécanisme de consensus qu'on appelle le proof of stake, et il y a également d'autres dérivés de ce dernier. Bon, je me doute que quand j'ai employé le terme de mécanisme de consensus, certains débutants ont dû bugger un petit peu. Mais en fait c'est tout simple, un mécanisme de consensus c'est quelque chose qui va servir à sécuriser notre réseau blockchain. Par exemple, tu en as deux qui sont très répandus, la fameuse preuve de travail ou proof of work, notamment qui va être utilisée par Bitcoin. Tu as également la preuve d'enjeu pour proof of stake qui va notamment être utilisée par exemple par Ethereum. Alors chaque mécanisme de consensus va varier d'un protocole à un autre, mais dans le cas de Bitcoin, en fait c'est tout bête, hein, il y a des personnes qu'on appelle des mineurs qui sont en concurrence pour trouver une réponse à un problème. Alors pour trouver la réponse à ce problème, ils doivent fournir de la puissance de calcul. Le premier mineur qui va trouver la réponse à ce problème aura le droit d'inscrire le nouveau bloc et d'empocher les récompenses de création de blocs, plus les frais de transaction qui vont avec. Par contre, si le mineur il est malhonnête, si jamais il essaye d'inscrire un bloc qui contient des fausses informations par exemple, à ce moment-là, les autres membres du réseau vont le détecter et vont dire « nous, on refuse ton bloc » et en plus de ça, ce mineur-là sera puni étant donné qu'il ne pourra pas recevoir les récompenses liées à la création du bloc, et en plus de ça, il aura dépensé de l'électricité pour rien en fournissant de la puissance de calcul. Donc tu l'auras compris, il est incité à ne pas être malveillant. Et ça va être pareil avec la proof of stake, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va pas avoir des mineurs, mais des validateurs qui eux seront incités de la même façon à ne pas tricher. Alors pour ça, ces validateurs vont devoir mettre en jeu de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'ils vont verrouiller cette crypto avec un nœud, et en fonction de la quantité de crypto qu'ils auront verrouillé, ils auront plus ou moins de chances d'inscrire un nouveau bloc. Alors quand c'est leur tour d'inscrire un bloc, forcément, pareil, ils empochent les récompenses de création de blocs plus les frais de transaction qui vont avec, mais par contre, si jamais ils sont malveillants, cette fois-ci, comme ils ne fournissent pas de la puissance de calcul, il faut bien les punir. Et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va confisquer une partie de ce qu'ils auront verrouillé, et dans certains protocoles, d'ailleurs, on va redistribuer ça aux autres membres du réseau. Alors cette punition, d'ailleurs, on appelle ça le slashing, et la dureté de cette dernière va varier forcément en fonction de la faute commise. Alors je précise également, bien entendu, qu'il y a des protocoles qui fonctionnent sans slashing, mais c'est un autre type de fonctionnement et on va pas trop rentrer dans le détail. Donc voilà pour ces deux mécanismes de consensus. Donc si je résume très simplement la chose, en fait on va inciter des personnes à sécuriser le réseau en échange de récompenses, mais par contre s'ils se comportent mal, on va les punir d'une façon ou d'une autre. Alors nous, le mécanisme de consensus qui va nous intéresser le plus forcément, c'est la proof of stake, étant donné que nous on va chercher à verrouiller des crypto-monnaies pour toucher des revenus passifs. Alors il y a juste un gros problème en fait avec la proof of stake, c'est que généralement tout le monde ne pourra pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que bien souvent il va falloir verrouiller une quantité importante de crypto-monnaies. Dans le cas d'Ethereum par exemple, il va falloir bloquer 32 Ethers. Et ça, forcément tu t'en doutes, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui va pouvoir le faire. Alors dans le cas d'Ethereum, il existe une autre alternative, mais on en parlera dans une autre vidéo je pense, parce qu'il y a des risques un petit peu différents de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous, ce dont on va parler, c'est d'un autre type d'alternative, parce qu'en fait avec cette problématique du proof of stake, en fait on a eu d'autres dérivés qui sont sortis, comme notamment le delegated proof of stake, qui est très répandu, et on a également d'autres dérivés de ce dernier qui sont sortis après. Alors je peux te citer notamment par exemple le NPOS pour le Nominative Proof of Stake qui va être utilisé par exemple par Polkadot. On va avoir le LPOS pour Liquid Proof of Stake qui va être utilisé encore une fois par Tezos par exemple. Et je te donne un dernier exemple, on va aussi avoir le BFT pour Byzantine Fault Tolerance qui notamment est utilisé par Atom avec Tendermint. Alors quel est l'intérêt de ces dérivés du Proof of Stake? Eh bien c'est tout simplement qu'on va pouvoir déléguer nos crypto-monnaies à des validateurs. Alors attention, il faut bien comprendre qu'on va conserver le droit de propriété de nos cryptos à n'importe quel moment, on va pas leur envoyer les cryptos. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste leur fournir des droits de participation afin de participer à la création de nouveaux blocs.
Cependant, ils n'auront pas la main sur nos cryptos, c'est-à-dire qu'on pourra en faire ce qu'on veut. Et ça, l'avantage, c'est que quasiment tout le monde pourra le faire. Bon, maintenant que ça c'est dit, forcément, je me doute qu'il y aura des personnes qui vont me dire « Ouais, mais quelle crypto on peut staker? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver les informations nécessaires à cela? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver un validateur, etc. etc. » Alors, dans ce cas-là, j'ai un très bon site à partager. On va passer sur mon écran. Donc, ce site, c'est Staking Reward. Je mettrai bien entendu le lien en description. Alors, on va pouvoir retrouver toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent sur du Proof of Stake et autres dérivés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur View All Assets. Si on veut en voir plus, tu as plusieurs pages ici. Tu peux descendre et retrouver ici les plusieurs pages. Alors, tu as plusieurs informations que tu vas pouvoir retrouver qui sont très intéressantes. Alors généralement, quand on débute, on va tout de suite se jeter sur Rewards. Alors c'est très intéressant parce qu'on peut voir combien on va gagner à l'année. Néanmoins, attention, parce que il faut faire attention à certaines petites choses. Je prends le cas d'Atom, par exemple. C'est une crypto dont tout le monde parle. Mais il y a beaucoup de débutants qui vont tout de suite voir 20% à l'année. Ils vont se dire c'est génial, il faut absolument staker ce truc-là, on va gagner énormément. Alors je dis pas que c'est une mauvaise crypto, bien au contraire d'ailleurs, j'en ai personnellement en portefeuille. Après, chacun fait ses propres recherches, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Néanmoins, moi, je sais très bien que je ne gagne pas réellement 20% sur mes atomes. Alors certes, je gagne 20% d'atomes à chaque fois, mais si on regarde d'un petit peu plus près aussi, c'est que Atom, c'est une crypto qui est très inflationniste. C'est-à-dire que tu as beaucoup de nouveaux coins qui sont créés chaque année. Et ça, si on le déduit réellement du reward, ça donne un autre chiffre. Et d'ailleurs, on l'a ici, ce chiffre, c'est que si on déduit l'inflation, pour Atom, on gagne que 2,84% à l'année. Alors après, bien entendu, ces chiffres, ils sont pas fixes, ils vont évoluer des fois à la hausse et des fois à la baisse. Mais voilà, il faut comprendre que tu n'as pas non plus également 20%. Néanmoins, si tu fais ça sur une crypto que tu hold et que tu es plutôt bullish dessus, à ce moment-là, ça peut quand même être intéressant de les staker. Néanmoins, si tu investis sur des cryptos un peu bof et que tu te dis, ok, j'ai 100% à l'année par exemple dessus, mais par contre que tu vois qu'il y a une inflation de 200% aussi à l'année dessus, tu te doutes bien que ça pue un petit peu. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Alors, je ne vais pas te dire toutes les informations que tu peux regarder. Tout est marqué ici, mais tu en as d'autres que tu pourras retrouver en cliquant sur le token, sur la crypto. Pardon. Alors, du coup, tu auras la partie Cosmos Hub pour nous, la partie du projet. Alors nous, ce qui va vraiment nous intéresser notamment, c'est ici, si tu veux staker tes cryptos. Donc tu pourras soit déléguer, soit faire tourner ton propre nœud. Alors, si jamais tu délègues, eh ben, tu auras un risque faible et ça sera une complexité vraiment très faible. Je vais t'expliquer après comment faire, mais c'est vraiment débile. Ensuite, tu auras la partie par contre plus compliquée. Là, tu veux faire tourner un nœud et là, c'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que là, tu auras déjà un risque médium et en plus de ça, c'est-à-dire moyen, et en plus de ça, il faudra avoir une complexité, c'est-à-dire ça sera un niveau plutôt professionnel qui sera exigé. Donc, clairement pas fait pour monsieur et madame tout le monde. Alors, ici, tu retrouveras un petit calculateur si tu veux faire des estimations. Bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La partie la plus intéressante pour moi, après, c'est la partie sur les validateurs, c'est-à-dire à qui tu vas pouvoir déléguer tes jetons. Donc là, tu en auras toute une ribambelle, tu vois bien, tu as plusieurs pages. Alors, à chaque fois, on va te dire avec tel validateur, tu vas pouvoir gagner par exemple 20,36%. Tu auras le nombre d'utilisateurs dessus et la balance, c'est-à-dire ce qui aura été staké en tout. Alors, chaque validateur forcément va te proposer des choses différentes et il va falloir faire un minimum de recherche dessus. Alors, généralement, quand on va se renseigner sur un validateur, on peut cliquer dessus et avoir des informations supplémentaires. Ce validateur, d'ailleurs, fait tourner des nœuds sur plusieurs autres écosystèmes. Et c'est d'ailleurs généralement ça qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'un validateur va être présent sur plusieurs écosystèmes. Dans le cas de celui-ci, bien entendu, il est présent sur Cosmos Hub. Alors, on va te dire par exemple qu'il va se prendre 7% de frais pour lui, pour se rémunérer. Mais si tu regardes sur d'autres validateurs, par exemple, je vais revenir, je vais descendre, Stakelab, par exemple, lui, il va avoir des frais qui vont être différents. Là, on va être à 1% sur le Cosmos Hub. Alors là, tu vas te dire, ok, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prendre Stakelab. Mais en fait, pas vraiment. Je dis pas que Stakelab est mauvais et que Stake est meilleur, c'est pas du tout ça, mais il va falloir faire des recherches à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, qu'un validateur, tu vas lui déléguer tes fonds, tes droits de participation, ok, mais que s'il se fait slasher, dans certains protocoles, toi aussi, tu vas te faire slasher en quelque sorte. Et donc, du coup, tu risques de perdre partiellement tes crypto-monnaies. Donc, faut pas faire n'importe quoi, il faut se renseigner un minimum. Donc, par exemple, dans le cas des frais que tu vois ici, ok, le validateur, il prend peu, mais aussi, il faut bien que lui, derrière, il fasse tourner une infrastructure. Il faut bien comprendre que tous les nœuds là qui fait le tourner, il doit faire des maintenances, etc. Il doit avoir vraiment toute une infrastructure pour le coup qu'il doit
maintenir à jour. Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Donc si le validateur se rémunère peu, forcément, ça veut dire qu'il aura moins à disposition pour maintenir son infrastructure. Donc oui, si un validateur a beaucoup de frais, forcément, ça baisse tes rewards, mais derrière, si un validateur, il a peu de frais, bah, potentiellement, tu as des risques supplémentaires. Alors moi, personnellement, j'ai tendance à dire qu'entre 5 et 10%, c'est pas déconnant, c'est correct. Au-dessus, ça commence à faire un peu beaucoup, et en dessous des 5%, il faut commencer quand même à chercher pourquoi il y a 1%, pourquoi il y a 2%, par exemple. Alors après, des fois, c'est justifié, parce que des fois, sur d'autres nœuds, ils vont se prendre plus de commissions, mais voilà, il faut faire ses recherches un minimum. Alors après, il n'y a pas que ça qu'il faut regarder, hein, sur les validateurs, il faut se renseigner à chaque fois. Déjà, tu peux te renseigner sur la réputation du validateur, hein, que ce soit sur son infrastructure, encore une fois, mais aussi vis-à-vis de ses utilisateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ce dernier? Ça, c'est une question qui peut se poser aussi. Et si tu vois par exemple que tout le monde se plaint d'un validateur, déjà tu peux te poser des questions et peut-être regarder pour un autre. Tu peux te demander aussi si la performance est constante. J'entends par là, est-ce que le validateur inscrit souvent des blocs avec ses nœuds? Donc ça, forcément, plus il est régulier, mieux c'est. Est-ce que le validateur concentre une grosse partie des ressources du réseau? Ça aussi, c'est une question qui se pose, parce que plus un validateur va concentrer des ressources, plus il y a une certaine centralisation. Et on sait que la centralisation peut donner lieu à de la censure. Donc voilà, donc ça, ce sont quelques petits exemples, mais il faut bien se renseigner sur chaque validateur que tu souhaites utiliser. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand tu vas aller sur des écosystèmes, tu vas retrouver souvent les mêmes validateurs. Donc si tu as fait tes recherches sur un, généralement, tu vas pas avoir besoin de le refaire sur un autre écosystème. Donc ça, c'est très pratique. Et il y a une deuxième chose qui peut être intéressante pour réduire son risque, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, encore une fois, c'est-à-dire de ne pas tout le temps utiliser le même validateur. Tu peux faire tes recherches, par exemple, sur 3-4 validateurs, et tu te dis, ok, je répartis sur ces 3-4 là, comme ça, je suis tranquille. Bon, maintenant que tu auras fait tes recherches sur les validateurs, tu vas peut-être te demander, mais comment est-ce que je stake ça? Où est-ce que je le fais? Alors, c'est ce qu'on va voir justement. Alors, tu as deux grosses solutions que je vais te présenter. La première, c'est celle que j'aime le moins, mais c'est la plus simple, c'est tout simplement de placer par des plateformes. Alors, tu auras par exemple Binance ou KuCoin, hein, qui auront une section Earn qui te permettront ça. Alors, si je te parle de ces deux plateformes, c'est que j'en ai fait 2 vidéos complètes, hein, donc tu pourras aller les voir si jamais ça t'intéresse, mais sinon, t'inquiète pas, il y en a d'autres. Alors, je préfère également préciser pourquoi je n'aime pas cette technique-là, tout simplement parce que, en fait, on ne détient pas réellement nos crypto-monnaies. Encore une fois, on dépend d'un tiers de confiance. Je pense que le souvenir de FTX est suffisamment frais pour que tu comprennes que si la plateforme a un problème, eh ben, on risque de perdre nos cryptos. Alors après, je parle quand même de cette solution, hein, pour les personnes qui, quoi qu'il arrive, veulent garder leurs fonds sur leur plateforme et qui ne veulent pas se prendre la tête, par exemple, ou qui ont des petits montants, hein. Le plus important, c'est que tu connaisses les risques auxquels tu t'exposes. La deuxième solution, qui pour moi est la meilleure et avec laquelle on va vraiment détenir nos cryptos dans tout le processus, c'est tout simplement de passer par des solutions self-custody, c'est-à-dire d'utiliser des wallets avec lesquels tu vas réellement détenir tes clés privées. Alors pour ça, tu vas en avoir vraiment toute une ribambelle. Alors tu vas avoir des wallets qui vont pouvoir tenir plusieurs devises, comme par exemple Ledger qui va être très répandu. Depuis Ledger Live, tu auras déjà une intégration pour staker tout un tas de cryptos. Tout à l'heure, par exemple, je t'ai pris l'exemple de Tezos, Atom, je t'ai pris le cas de Polkadot. Tout ça, tu vas pouvoir le déléguer très facilement depuis Ledger Live. Alors après, tu as d'autres wallets qui auront ce type d'intégration. Alors si je dis pas de bêtises, tu auras par exemple Trust Wallet, hein, qui aura également ça, sauf que ça va être une solution un peu moins sécurisée, mais qui va te permettre de staker quand même tes cryptos. Et sinon, tu vas avoir des wallets qui vont être un peu plus spécifiques, c'est-à-dire plus dédiés à un écosystème, comme par exemple tout à l'heure j'ai parlé d'Atom. Et bien dans l'écosystème de Cosmos, tu auras le wallet Kepler qui sera très utilisé et avec lequel tu vas pouvoir déléguer très facilement tes jetons. Alors comment est-ce que ça se passe pour déléguer? En fait, ça sera très simple à chaque fois. Tu auras soit un bouton staker, soit un bouton déléguer. Tu cliques dessus. Ensuite, on va te demander de choisir un validateur. Donc normalement, tu auras fait tes recherches dessus. Tu vas ensuite rentrer le montant que tu veux déléguer et ensuite, tu valides la transaction. Alors je précise quand même une dernière chose qu'il faut savoir absolument quand tu vas déléguer des cryptos, c'est que tu auras une période d'unstaking. C'est-à-dire par exemple, sur certains écosystèmes comme Atom, tu auras 21 jours si tu veux retirer tes cryptos auxquels tu ne pourras pas toucher à tes cryptos, tu n'y auras pas accès. Donc ça, c'est une période qu'il faut absolument prendre en compte, hein, le jour où tu veux récupérer tes cryptos. Et ça va varier en fonction des protocoles. Par exemple, sur Polkadot, on passe à 28 jours. Bon, après, si jamais tu galères à staker une crypto-monnaie en particulier ou à utiliser un certain wallet, surtout n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, hein. J'hésiterai pas à faire une vidéo sur le sujet si j'ai souvent le même commentaire ou un commentaire avec beaucoup de likes qui revient. Mais personnellement, je pense que tu n'auras vraiment pas besoin de moi parce que c'est vraiment très simple et c'est toujours la même chose à faire, hein, quasiment systématiquement. Si tu as d'autres questions aussi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En plus de ça, ça participe grandement au référencement. Et d'ailleurs aussi, n'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!